Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre troisième capsule de futurs éco-villageois recherchés. Aujourd'hui, nous allons dans la direction de Sainte-Lucie-des-Laurentides, visiter l'éco-village Terre de la Réunion, qui est une communauté en développement. Oui, et contrairement à Wotton de la semaine dernière, qui était adjancé à un village, qui était vraiment dans le village, la Terre de la Réunion est complètement dans les montagnes, dans la forêt. Ça va être complètement non dynamique. J'ai bien hâte de voir ça. Donc sur ce, on se prépare et on s'en va vers Sainte-Lucie-des-Laurentides. Merci, ciao! On va visiter la Terre de la Réunion. Salut Julie! Bonjour Julie! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Bien! Hey, content de te rencontrer! Oui. Super! Bienvenue à la Terre de la Réunion! Merci! Hey. On va aller visiter ça. Vous êtes prête? Bonjour, je m'appelle Julie Girard, j'ai 36 ans. Je suis designer de profession. Je suis maintenant spécialisée en conception de maisons écologiques. Pour vous parler un petit peu de mon cheminement, j'ai commencé mes recherches en 2010-2011. J'avais le goût, suite à mon cheminement personnel, de me joindre à un éco-village et pourquoi pas en créer un. Donc, j'ai fait des démarches dans ce sens-là avec des amis. Et puis, je me suis rendu compte que c'était assez complexe comme projet, au niveau aussi du financement, des délais, etc. Donc, j'ai fini par prendre la décision de me dire, je vais trouver un projet qui existe peut-être déjà, qui est déjà sur pied, auquel je peux me joindre et offrir ma collaboration. Donc, lorsque ça avait lieu en 2010-2011, la Terre de la Réunion était déjà sur papier et puis les lots étaient déjà tous réservés. Donc, j'ai appris en 2012 qu'il y avait des lots qui s'étaient libérés. Donc, j'ai joint le projet à cette date-là. Et puis, j'ai débuté la construction de ma maison en 2014 et j'ai emménagé ici au projet à l'Éco-Village en 2015. Pourquoi je voulais vivre dans un éco-village? Je pense qu'il y avait d'abord une volonté de vivre en harmonie autant avec la nature qu'avec les êtres humains avec qui on partage la vie communautaire. Il y avait aussi l'idée de joindre une famille, un sentiment d'appartenance à un clan, à une cellule de vie, à une communauté. Donc ça me rejoignait beaucoup dans mon élan. Il y avait aussi la volonté d'apprendre à vivre à un autre rythme. Apprendre à vivre au rythme de la nature avec les dévas, les esprits de la nature, et puis de suivre les saisons. Quelque chose que je ne connaissais pas avant d'emménager ici, d'ailleurs, pas tant que ça. Puis aussi, je pense qu'il y avait toute la volonté, toute l'expérience qui vient avec un éco-village, du partage des connaissances qui m'intéressait énormément, l'inspiration d'être en contact avec les autres, l'entraide, et puis tout le cheminement qu'on peut faire collectivement et individuellement pour se propulser à travers l'éco-village dans notre propre mouvement créateur. Donc, c'est ce qui m'a interpellée par le concept de l'éco-village. Mon rôle dans l'éco-village, on s'attribue ensemble plusieurs tâches. Donc, de mon côté, je suis en charge de l'organisation, autant des réunions, des joyeuses corvées qu'on appelle, et puis aussi de toute la journée porte ouverte, etc., tous les événements qui sont à la Terre. Donc, je chapeaute l'organisation de ça. Je suis aussi en charge de toutes les communications, donc au niveau de notre site web, du graphisme, des choses qui sont reliées à la Terre, et puis donc tout ce qui touche aux communications, dans le fond. Puis également, je suis en charge du groupe des Amis de la Terre. Mon dada, ce que j'aime le plus, c'est la section de la mission éducative du projet que je me plais à porter avec d'autres membres du projet, bien sûr. Donc, de pouvoir on reçoit ici plusieurs fois par année les groupes des étudiants de Solutionnera. Donc, ceux qui se terminent le certificat en design ont la chance de venir visiter la maison. Et puis, donc, ça me porte à cœur. On parle également de l'éco-village dans cette visite-là. Et puis, donc, toutes les vidéos, les tournages, les articles aussi qui ont lieu avec les publications écologiques. Donc, ça, c'est ma tâche. Dans mon cadre professionnel, je participe également à la conception des maisons volontairement. Là, on me le demande, je ne l'exige pas, de pouvoir participer à la conception des maisons qui se construisent sur le projet ici. Donc, voilà ma participation.
Donc, je vais vous parler un peu de l'historique du projet de la Terre de la Réunion. Donc, c'est un projet qui a été rêvé et mis sur pied par deux fondateurs, donc Simon Leclerc et Serge Bolduc, qui ont ensemble défini les paramètres du projet et débuté les recherches aussi pour trouver l'endroit où il s'installerait. Donc, la forme du projet est conçue pour être une OSBL. Donc, on est à but non lucratif. La vente des terrains se fait sous cette bannière-là. Et puis, donc, chacun va avoir en bout de ligne payé la même chose. Le prix des terrains a augmenté avec les années parce que les coûts pour développer le projet ont augmenté et chacun en bout de ligne va avoir payé son terrain le même prix. Dans le prix du terrain, il y a également un montant qui est prévu pour un pavillon commun dans le projet. Le projet est situé sur une montagne, donc on est entouré de sentiers, on a un accès au lac et une forêt en copropriété. Donc, il y a également, donc nos maisons, nos résidences sont installées sur 12 lots qui ont été cadastrés et divisés de manière individuelle, mais les lots sont attachés à la copropriété par des documents légaux. Donc, le projet en tant que tel, au niveau de... Donc, le terrain ici, où est-ce qu'on est installé, dans le fond, a été trouvé en 2011 par Serge et Simon, qui en ont fait l'acquisition. Et puis, ensuite, en 2012, ils ont obtenu toutes les dérogations nécessaires auprès de la municipalité pour pouvoir créer la route, le chemin de la Réunion, qui a été fait selon les plus grands standards écologiques. Ensuite, en 2013, on a réussi à faire monter aussi la ligne d'hydro pour le projet. Donc, on a bien essayé d'avoir toutes sortes d'énergies alternatives, mais ça reste que l'hydroélectricité demeure une énergie sensiblement propre et peu coûteuse aussi pour pouvoir démarrer un projet comme celui-là. Donc, on a réussi aussi à obtenir des dérogations auprès de Hydro-Québec afin de pouvoir élaguer des arbres plutôt que de les couper et faire un dégagement moins grand qu'ils nous demandaient à partir de la route pour pouvoir sauvegarder la forêt le plus possible. Donc, en 2013-2014, il y a eu la construction de la première maison. Donc, 2-3 premières personnes sont venues s'installer dans la première maison à la Terre de la Réunion. Ensuite, en 2014-2015, il y a eu 2 nouvelles maisons qui se sont construites. Et cette année, en 2017, il y en a une qui est présentement en chantier ici. Et puis, il y en a possiblement 2 autres qui s'en viennent. Donc, on est très content de les accueillir. Dans une éco-communauté, c'est super important de s'entendre sur la vision du projet. J'aimerais ça, Julie, que tu nous parles un peu plus de comment vous avez décidé de la vision, puis quelle est-elle? Oui, alors nous, ce qu'on a fait pour faire ça s'est fait dernièrement, je dirais plusieurs années après que le projet a été mis sur pied. On a créé un atelier d'une journée, donc un brainstorm collectif dans lequel on a défini notre vision, notre mission et nos valeurs. Donc, la vision du projet de la Terre de la Réunion, c'est de créer un modèle de communauté dans lequel, dans le fond, on crée des espaces de vie sains et simples et dans lequel, qui serait le plus possible en harmonie avec la nature et qui visait, dans le fond, aussi une certaine forme d'autonomie à court, moyen ou long terme. Il y a également la charte qui est hyper importante. Donc, j'imagine que vous avez une charte. Oui, exactement. Donc, on a 2 documents complémentaires. Donc, le premier qui a été mis sur pied, c'était la charte de copropriété. C'était super important. Quand on fait un projet comme celui-là, on a beau être tous porteurs d'une même vision. C'est important de l'écrire puis de le notarier, ce type de vision-là, pour qu'à long terme, le projet, lorsque les gens évoluent, que les choses se transforment, qu'il y a des gens qui quittent, des gens qui arrivent, que la vision du projet demeure la même. Donc, le document légal était une charte de copropriété. Donc, c'est un document qui a été notarié en 2013. Et puis ensuite, à cela, on a rajouté une charte d'harmonisation qui se voulait être davantage portée sur nos valeurs ou la façon dont on interagit tous entre nous. Donc, la charte de copropriété, elle, tend plus sur la réglementation des paramètres, beaucoup plus terre à terre, je dirais, là, dans la façon de construire le projet. Et puis, la charte d'harmonisation, c'est plus dans la façon d'y vivre à ce moment-là. Alors, si je peux résumer ainsi les paramètres, dans le fond, principaux du projet qui ont été définis par les fondateurs, c'était entre autres de vivre, dans le fond, dans des maisons saines qui s'harmonisent avec l'environnement, principalement. C'était aussi de considérer dans le projet la forêt comme étant un membre à part entière qui participe à notre projet. Et puis également d'assurer la cohabitation, dans le fond, de la nature et des humains en créant le moins d'impact sur l'environnement possible dans notre lieu de vie.
était en suivi aussi. L'idée, c'est de réunir, dans le fond, des gens de conscience similaires qui souhaitent vivre selon un principe de bon voisinage organisé et pour qui on met sur pied des principes d'équité, d'entraide, de justesse, d'accompagnement mutuel. À cela, avec les années, on a rajouté des valeurs supplémentaires, entre autres de favoriser le développement, l'épanouissement et la réalisation individuelle et collective de chacun de nos membres et également d'enseigner, accueillir, transmettre les informations de notre expérience et puis d'assurer la pérennité du projet, bien entendu. Combien y a-t-il de membres dans le projet? Donc, avec les années, il y a eu des allers-retours, plusieurs personnes qui ont quitté, qui sont arrivées également. Donc, on a ressenti le besoin de différencier le type de membres dans notre projet. Donc, je vais te le présenter de cette façon-là, selon les différentes catégories de membres. Donc, il y avait beaucoup de cas par cas, c'est-à-dire que la vie de chacun amène tout le monde peut bien avoir l'élan de se joindre dans un village écologique, mais c'est pas tout le monde qui a la même réalité, les mêmes situations, puis qui a les mêmes possibilités. Donc, avec ces formules-là, on a créé une formule de 3 types de membres, dans le fond, dans notre projet pour pouvoir faciliter la compréhension de tous. Donc, on a le membre propriétaire. Donc, les membres propriétaires sont ceux qui possèdent entièrement ou une moitié d'un lot des 12 lots individuels qui sont divisés ici pour construire des propriétés. Donc, on a 15 membres propriétaires en ce moment dans le projet. On a également les membres actifs. Les membres actifs, ça, c'était la zone grise qu'il a fallu définir ensemble. C'est des gens qui veulent profondément se joindre au projet. Ils veulent faire partie du groupe, ils veulent s'investir, ils veulent remplir même des tâches qui sont à choisir par eux-mêmes, mais qui veulent être partie intégrante, mais sans nécessairement être propriétaires d'un lot et sans nécessairement viser à l'habiter. Ça se peut que ces gens-là veulent se joindre s'il y a des espaces locatifs et tout ça à la terre proprement, mais peut-être que ça va arriver, peut-être pas. Mais ça dépend du scénario de chacun, mais ils sont considérés comme des membres à part entière. Donc, on les appelle les membres actifs. On en a 3 en ce moment dans le projet qui sont dans cette situation-là. Donc, pour nous, il n'y a pas de différenciation, même si officiellement, les membres actifs n'ont pas nécessairement le droit de veto ou le droit de vote qu'ont les membres propriétaires. Dans le groupe, dans la vraie vie, on demande toujours l'opinion à ces personnes-là, comme s'ils en étaient un. Donc, on en tient compte, évidemment. On a également, avec les années, eu la demande d'avoir des membres amis. Donc, on a des membres amis de la communauté qui sont des gens qui peuvent être en cheminement d'accueil avec nous ou qui peuvent juste s'intéresser carrément aux éco-villages et qui ont le goût de participer aux joyeuses corvées, aux événements qu'on fait, avoir des nouvelles de notre village puis du déploiement qu'il prend. Donc, dans le fond, la communauté des membres amis comporte en ce moment une 40aine de personnes. Donc, on fait des suivis plus rapprochés ou moins rapprochés, dépendamment des saisons. On a plus ou moins d'événements extérieurs, donc avec eux. Donc, on les tient informés aussi de certaines autres choses qui se passent dans le domaine des éco-villages. Donc, en ce moment, je dirais qu'on a encore... il y a encore 5 lots disponibles à la Terre de la Réunion. Donc, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes qui veulent venir vivre cette expérience communautaire-là avec nous. Donc, je dirais que notre objectif principal serait surtout on veut avoir des membres de chaque génération qui sont vraiment présents dans le projet. On croit beaucoup à la richesse puis à l'expérience de vie qu'a chaque génération. Et puis, je dirais qu'en ce moment, la catégorie de membres, on vise pas seulement ça, celle-ci dit, mais on aimerait beaucoup accueillir des familles. Je sais que les jeunes familles qu'on a reçues jusqu'à maintenant étaient plutôt frileuses d'être la première jeune famille qui s'installe. On a déjà des gens qui ont des enfants présents ici, mais qui s'installent à temps plein à la terre. Donc, ça serait intéressant d'avoir aussi ces représentants-là de cette génération-là qui a tant à nous apprendre. Donc, ceci dit, il y a déjà 3 enfants dans le projet, mais on aimerait bien leur trouver des amis, donc vous êtes les bienvenus. On est aussi à proximité de Val-David, donc il y a une belle énergie là, au niveau de l'éducation alternative. On a une école Waldorf à Val-David aussi, donc à moins de 10 minutes d'ici. Donc, il y a plein de possibilités à ce moment-là pour des types d'éducation qui peuvent être envisagés par les parents et qui sont quand même accessibles à proximité. Donc, Julie, est-ce que vous avez des frais de copropriété? Oui, on est un syndicat de copropriété, donc la montagne appartient à tout le monde, le chemin privé du chemin de la Réunion aussi. Donc oui, on a une formule légale de copropriété. Donc il y a des frais mensuels qui sont reliés à ça, qui sont pour l'instant de 84 $ pour chacun des 12 lots. Donc les gens qui partagent un lot peuvent partager ces frais-là. Il y a seulement les membres propriétaires qui ont à
à payer ce montant-là de frais de copropriété. Donc, les membres actifs qui souhaitent se joindre au projet et vivre l'expérience 100% pareil n'ont pas à débourser ces frais-là qui sont reliés à ça. Donc, les frais de copropriété servent principalement à créer d'abord le fonds de réserve qui est requis par les réglementations des copropriétés, entretenir le chemin aussi, le chemin de la Réunion, le déneigement, les assurances aussi, bien sûr, puis les jardins. Puis plusieurs autres projets créatifs. On a tous des tâches d'attitrés selon nos talents, nos passions aussi. Il ne faut pas que ça devienne lourd, tout ça. Il faut que ça soit dans nos cordes. Puis étrangement, on est tous complémentaires et de couleurs différentes. Donc, c'est intéressant de voir comment le jeu des gens entre nous, on finit par tous vouloir cocher une case qui nous intéresse davantage pour prendre des choses en charge. Donc, effectivement, on a des tâches. Donc, les membres actifs et les membres propriétaires occupent des tâches comme ça. On s'attend aussi à ce qu'ils participent aux joyeuses corvées durant la période estivale, dans la mesure du possible de leurs occupations, bien sûr. Et puis à la journée porte ouverte annuelle aussi, qui a lieu toujours en automne. Je vais vous présenter Laurent Comeau, qui est responsable de l'accueil à la Terre de la Réunion. Bonjour. En tant que responsable de l'accueil, si vous avez à venir ici, à la Terre de la Réunion, première démarche que vous allez faire, c'est de communiquer avec moi. Déjà, on imagine que vous avez consulté le site Internet de la Terre, vous avez déjà un paquet d'informations, mais il vous manque l'essentiel, le contact. Le contact avec la Terre, avec les gens. Alors moi, je vais vous accueillir, vous faire visiter les lieux, vous faire visiter la Terre en général, les lots qui vous intéressent, répondre encore à vos questions. Et si votre intérêt se manifeste encore, je vais vous inviter à venir rencontrer les membres lors d'une réunion sociale pour voir si on se plaît mutuellement. Prochaine étape, si votre intérêt est toujours là, vous allez être invité à participer à ce qu'on appelle, nous, des joyeuses corvées. Travailler dans le jardin, déplacer des arbres, déplacer des branches. Et si ça se continue, vous allez être invité à participer à une réunion officielle du CA, du Conseil d'administration, pour voir comment on fonctionne en groupe avec notre charte. Et vous allez à même de voir que dans notre charte, il y a une charte de valeurs, il y a un processus d'intégration que vous allez être invité à suivre. L'étape suivante, c'est encore de participer à des corvées pour vous mêler de plus en plus avec les gens qui sont déjà ici. Et si ça continue votre intérêt, on va vous inviter à nous faire une lettre d'intention. Nous dire sur papier comment vous voyez votre participation à la Terre et vous allez venir nous présenter ça à une réunion officielle pour nous dire qu'est-ce qui vous motive à venir vraiment ici, qu'est-ce que vous avez à nous offrir, qu'est-ce qu'on peut vous offrir et comment on peut partager tout ça. Là, il y a encore une période de réflexion pour devenir un membre actif, c'est bien ça. Et avec le temps, vous allez finalement prendre une décision. C'est là que ça arrive que le groupe va se prononcer en réunion sur votre éligibilité dans le fond, sur votre motivation, sur la complicité qu'on a ensemble. Et là, vous allez sûrement passer à l'achat d'un lot. En gros, l'accueil, c'est ça. Merci, Laurent. Je peux peut-être compléter certaines informations dans la mesure où est-ce que tout ce processus-là que Laurent nous prend la peine de nous décrire est important et a été bien réfléchi par l'ensemble du groupe. Il n'était pas toujours présent dans les années précédentes. Donc, c'est vraiment dans le but de se rejoindre et de se choisir mutuellement. C'est important que ce lien-là se fasse. On est liés humainement dans la communauté, puis on est liés légalement aussi. Donc, c'est important de s'assurer que le courant passe autant dans les valeurs que dans les activités quotidiennes, que la bonne entente
l'écoute soit de source et que l'harmonie soit déjà présente dans ces étapes d'accueil-là. Donc, c'est surtout ça le principe. Et l'idée est surtout d'éviter l'empressement et de mettre en sorte que le membre devient un membre actif de la communauté avant même de pouvoir acheter un terrain. Donc, c'est les membres actifs qui peuvent en faire l'achat et demander au groupe d'acquérir un terrain. Donc, c'est important de faire toutes les démarches humaines avant même de penser d'acquérir un lot avec nous. C'est le gros noyau de notre projet et davantage communautaire. Avant d'être, on n'est pas un développement résidentiel immobilier. Donc, c'est important qu'on puisse se rejoindre à ce niveau-là puis de s'assurer de ça. Donc, le membre actif qui fait l'achat d'un terrain a déjà pleinement expérimenté qu'est-ce que l'expérience de la Terre de la Réunion. Donc, on a déjà appris à se connaître. Vous savez qu'est-ce que ça implique. Vous connaissez notre dynamique de groupe, comment les décisions se prennent, comment on gère les différents aussi. Donc, vous n'êtes pas dans l'inconnu quand vient le temps de notarier un terrain. Voilà. Donc, concernant le volet économique de notre projet, c'est bien sûr quelque chose qui va être à déploiement dans les prochaines années. En ce moment, on est dans l'étape 1, dans le fond, de la réalisation du projet. Donc, dans la première étape, les gens doivent se joindre, dans le fond, à la communauté ici. Plus on va être de personnes directement sur place, plus on va être en mesure de mettre des initiatives en place pour générer une certaine forme d'économie et une vie dans le village, dans le fond, tout simplement. Donc, l'idée, on cultive en ce moment différents projets. Donc, on étudie différentes options à nous. On se rend bien compte avec le temps que ce n'est pas les frais de copropriété mensuels qui servent à l'entretien du projet qui vont permettre, dans le fond, d'acquérir certaines installations qu'on aimerait obtenir dans le projet, donc visant une certaine autonomie. Et puis, on n'est pas une communauté fermée sur soi, donc on tient vraiment à ouvrir nos portes, dans le fond, pour permettre à plusieurs autres personnes qui souhaitent vivre selon ce mode de vie-là de venir, dans le fond, résider à la Terre de la Réunion ici, à court, moyen ou long terme, différents types de séjours. Ça peut être aussi de l'écotourisme, ça peut être du ressourcement. Donc, on étudie différents scénarios dans ce sens-là. Possiblement aussi que le pavillon commun, qui est prévu dans les frais d'achat des terrains, pourrait servir à différentes activités de ce type-là. Donc, on étudie différents scénarios. Donc, dans le but de vous accueillir et de vous partager, dans le fond, cette expérience-là qu'on souhaite vivre avec vous. Donc, il y a également les potagers qui sont menés à devoir s'expandre avec les années. Donc, évidemment, plus il y a de gens présents, plus les jardins vont pouvoir connaître une croissance en superficie. Et puis, on vise également d'avoir des serres, donc une certaine autonomie serait très bienvenue dans le projet. Donc, ça fait partie des objectifs de notre éco-village. Donc, dans le fond, on commence par s'installer et puis on met tout ça en place. On est en gros brainstorm, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec les projets créatifs par la suite. Donc, dans le fond, notre façon de procéder, dans le fond, au niveau administratif et gouvernance, dans le projet de la Terre de la Réunion, c'est que on tente autant que possible d'avoir un consensus -1. Donc, c'est une belle utopie et franchement, on arrive à y arriver. Donc, généralement, c'est sûr qu'on fait toujours des tours de table, on écoute l'opinion de tous, tout est important et on tente toujours d'avoir consensus tout court. Dans le fond, le -1 est davantage une question de se protéger légalement pour assurer une certaine croissance au projet. Mais sinon, je pense qu'on a toujours pas mal réussi à trouver un terrain d'entente ou à trouver des solutions hybrides aussi qui permettent à tous et chacun du projet de se sentir confortable dans les décisions des projets créatifs, des projets qui nécessitent de l'investissement et toutes les autres sphères administratives relatives à notre projet. Réunion, on construit les maisons selon les plus hauts standards d'écologie. Ce sont des entrepreneurs spécialisés écologiques qui construisent chacune de nos demeures. Évidemment, chaque personne choisit l'entrepreneur avec lequel il souhaite se construire. Donc, les maisons ne sont pas toutes certifiées. Cependant, elles auraient toutes pu l'être puisqu'elles auront toutes rencontré les paramètres requis pour les certifications. La maison ici, elle est certifiée. Donc, on a 2 maisons à la Terre qui sont certifiées Nouveau Climat 2.0 et la maison ici est certifiée LEED de platine. C'est également la première maison certifiée neutre en carbone au Québec. Donc, c'est une nouvelle certification qui vient d'être créée et puis par l'organisme planétaire. Et puis, cette certification-là permet de calculer la quantité de carbone qui a été générée pour produire le bâtiment. Donc, autant les matériaux, fabrication des matériaux, transport, énergie pour la fabriquer, énergie pour l'habiter, énergie pour l'entretenir et
éventuellement même pour la rénover et la démolir. Donc, en ce moment, l'empreinte carbone de la maison qui a été calculée par Planétaire est de 43,03 tonnes de carbone. Donc, ce qu'on fait avec ça ensuite, avec la certification, c'est qu'on achète des crédits carbone Gold Standard qui sont faits par la WWF et par David Suzuki, qui sont les crédits écologiques avec les plus hautes normes sur le marché en ce moment. Ces crédits-là posent ensuite des actions écologiques dans le but d'étancher notre empreinte carbone. Donc, évidemment, on fait des bâtiments en toute conscience. On essaie de ne pas en générer plus qu'il le faut. C'est pas le but de l'équation. Mais une fois que ce carbone-là est généré, on peut racheter ça dans des actions locales, régionales et internationales. Donc, autant de la plante d'arbres régionale qu'à la transformation d'énergie polluante dans les pays en développement. Donc, on s'attaque à des usines de charbon qu'on transforme. Il y a donc plusieurs choses qui sont faites pour étancher l'empreinte carbone du bâtiment ici. La certification neutre en carbone me tient particulièrement à cœur parce que c'est avant tout un grand merci. Un grand merci à la planète, à notre Terre qui nous a fourni tous les matériaux nécessaires pour construire cette demeure-là et qui nous fournit l'énergie pour l'habiter. Donc, c'est important. C'est pour moi, comme je disais, c'est comme le même élan du cœur que de laisser un pourboire au restaurant. Donc, on a eu un service de sa part et puis on redonne en retour. Alors, on est devant le lot numéro 4. Alors, c'est le chantier qui est en cours en ce moment à la Terre de la Réunion. Donc, on troque notre silence pour la pelle mécanique pour quelques instants. Le temps de laisser à des nouvelles personnes puis à des nouveaux éco-villageois de venir nous rejoindre. Donc, le projet est conçu pour être une maison au rez-de-chaussée et au rez-jardin, accueillir un bachelor pour un locataire. Donc, ça permet de diversifier les offres de logement. Donc, sous peu, j'ai l'impression que l'emménagement va se faire début de l'automne. Donc, et voilà. On est présentement sur le lot 1. Je vous présente la première maison qui a été construite à la Terre de la Réunion. Donc, c'est une construction de Construction Home, qui est l'entreprise de Serge Bolduc, fondateur du projet. Donc, la maison a été construite sur 2 étages, donc un rez-de-jardin et un rez-de-chaussée. L'avantage de cette propriété-là, c'est qu'elle permet d'accueillir 2 propriétaires sur 2 étages différents. Donc, ça permet aussi d'abord de diviser les coûts de construction, les coûts de terrain, les coûts de frais de copropriété également. Donc, c'est une belle stratégie pour les gens qui ont des moyens différents. Et puis, donc, cette maison-là, il y a donc 2 familles qui habitent à l'intérieur. Donc, pour des questions légales, ce qui est intéressant, c'est que les 2 propriétaires ici ont choisi de se créer une charte de copropriété à l'intérieur du lot 1. Donc, un document notarié également qui leur donne des règlements à même le bâtiment pour être sûr aussi de pouvoir éventuellement, en cas de financement, diviser les hypothèques. Et puis, cela permet aussi à long terme de protéger l'un ou l'autre des parties si jamais il y avait des changements, une vente, un décès, etc. Chacun des copropriétaires dans cette formule-là est donc assuré que sont bien protégés. Donc, ici, on est dans un endroit qui, initialement, était prévu pour un stationnement. Donc, on verra si, éventuellement, la vocation redevient le but de stationner des véhicules. Mais, objectivement, en ce moment, l'objectif de cet espace-là, c'est qu'on l'a transformé en réserve de matériaux. Donc, comme on construit plusieurs maisons cette année, l'objectif était d'éviter de transporter des camions de terre et de sable qui rentrent et qui sortent du projet. Donc, et pour descendre les coûts de construction et pour économiser de l'énergie et de l'essence, on a fait un endroit où est-ce que, dans le fond, on compile, dans le fond, l'ensemble des matériaux. Donc, toutes les maisons qui ont de la terre en surplus, la terre est apportée ici. Et toutes les demeures qui ont besoin de terre pour remblayer, on prend la terre, dans le fond, qui est déjà sur place ici. Donc, on sauve énormément de transport de cette façon-là en gérant les matériaux ainsi. L'objectif de certains serait de transformer ce lieu-là en zone éventuellement d'arbres fruitiers. Donc, ça pourrait devenir à moyen long terme l'espace où est-ce qu'on cueillerait nos propres fruits. Donc, éventuellement, ça serait davantage harmonieux aussi avec notre conception une fois que tout le monde sera bien installé à la table.
On est ici à l'entrée du projet. Donc, on a un petit étang adjacent. Donc, ce n'est pas le lac Gravel, c'est l'étang adjacent au jardin. Donc, la Terre de la Réunion, dans le fond, est un projet qui comporte 60 acres de forêt. Donc, c'est principalement une ancienne érablière donc, qui est sur le plateau de la montagne où est-ce qu'on s'installe. Donc, la majorité de cette forêt-là va demeurer à l'état de forêt puisqu'on essaie autant que possible de concentrer les infrastructures et les bâtiments sur le versant sud de la montagne. Donc, on va se concentrer principalement sur ça. Ça nous permet de nous installer en solaire passif, donc ce qui fait bien du sens. Et puis, ça permet aussi de réduire les coûts d'infrastructure, d'avoir les maisons plus rapprochées les unes des autres. De toute façon, on est une communauté. On veut favoriser les échanges spontanés. Donc, on veut pouvoir se voir d'une maison à l'autre, mais laisser des arbres entre chacune d'elles. Donc, la propriété ici, dans le fond, le montagne est une ancienne érablière. Donc, on a encore les installations et la cabane adjacente qu'on vous montrera où est-ce qu'on a l'installation des équipements du sirop d'érable. Donc, on n'a pas encore nécessairement mis ça en œuvre de notre côté, mais on espère bien pouvoir le faire d'ici les prochaines années, pouvoir faire notre première batch de sirop. Donc, voici le bâtiment de la cabane à sucre dont je vous parlais. Donc, c'est un bâtiment en bois rond qui était là lors de l'achat de la montagne, dans le fond, par les fondateurs. Donc, en ce moment, elle est présentement en restauration. Donc, elle avait grand besoin d'amour. On a remplacé les logs principales dans le bas du bâtiment qui étaient endommagés sérieusement. Et puis, on s'apprête aussi à lui offrir une meilleure fondation dans les prochaines semaines. Donc, en espérant pouvoir y réinstaller bientôt l'équipement et vous inviter à manger de la tire d'érable. Alors, on est maintenant dans les jardins. Donc, à la Terre de la Réunion, question de pouvoir davantage s'organiser. On fonctionne en sous-comité. Donc, en ce moment, le comité jardin est à l'œuvre pour démarrer la saison 2017. Donc, on fonctionne dans les jardins en permaculture, c'est-à-dire qu'on a créé des buttes auto-fertiles qui sont composées de matériaux naturels qu'on a recueillis à même la forêt ici. Donc, à partir de troncs d'arbres, il y a des étapes à suivre, des branches, des feuilles, allant jusqu'au compost et la matière végétale. Donc, généralement, au bout d'un an, les buttes commencent à être davantage bien stabilisées, ce qui est le cas cette année. Donc, on espère avoir une bonne production pour nous fournir une partie de l'année ainsi. Donc, c'est sûr qu'on est déjà mi-juin. On est dans une zone 3B ici. C'est quand même un challenge lorsqu'on cherche à obtenir une certaine forme d'autonomie alimentaire. Donc, pour l'instant, on a déjà des plants de tomates, de la ciboulette, du persil, des fines herbes qui ont été semées l'année dernière et qui sont maintenant en train de repousser, et d'autres qu'on va planter, des semis bientôt également, d'après la saison. Donc, dans le fond, les jardins, on arrose les jardins à partir de l'étang, donc je vous ai montré tantôt, qui est à proximité. Pour ça, on a un système de pompe à l'énergie solaire qui nous permet d'arroser les jardins en manque de pluie. On a également le bac à compost de tous les résidents qui est à proximité des jardins pour se permettre de refertiliser nos buttes auto-fertiles. Donc, évidemment, on ne laboure pas dans ce système-là. Ça reste de la permaculture. Donc, on se fie à tous les éléments de la nature et l'orientation solaire des buttes pour pouvoir tirer le maximum de notre bout de terrain de potager. Donc, avec tout ça, on va être capable de s'alimenter une partie de l'année. C'est sûr que les jardins demeurent quand même pour l'instant à petite échelle puisque on attend d'avoir les autres résidents. Donc, on est maintenant 6 résidents et peut-être à la fin de l'année 12 personnes à alimenter. Donc, de cette façon-là, on a prévu déjà des toiles supplémentaires à l'arrière des jardins pour pouvoir les agrandir lorsqu'on en aura besoin et lorsque les habitants y seront. Donc, bienvenue dans nos jardins. Stratégie de la permaculture, c'est entre autres d'offrir un lieu où est-ce qu'il y a une certaine diversité. Donc, l'intérêt d'ajouter des points d'eau dans les jardins, c'est comme celui-là, par exemple. Donc, on en a plusieurs au sein de notre jardin. Cela permet de diversifier, dans le fond, le type de biodiversité dans notre jardin. Donc, ça attire des couleuvres, des grenouilles et toutes sortes d'insectes et de choses qui nous permettent, dans le fond, d'offrir un milieu de vie plus naturel et plus équilibré à notre potager. Il y a également la stratégie de planter des vivaces. Donc, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec certains types de fleurs qu'on rajoute à nos potagers. Ça permet dans le fond, ça offre une chance aux pollinisateurs de venir polliniser également nos plants de légumes. Donc, en ce moment, comme je disais, notre potager nous permet d'obtenir une certaine autonomie alimentaire, particulièrement lors de la saison chaude de l'été, bien entendu. Pour le restant de l'année, on s'alimente à une épicerie locale qui est complètement bio. Et éventuellement, évidemment, il y a le marché de Val-David et on serait très intéressés dans les années à venir à réussir à générer un surplus qui pourrait être redistribué et vendu au sein de la population pour financer des projets créatifs à la Terre de la Réunion.
Alors au jardin, qui est en train de jardiner tout là-bas, il y a Lucie, résidente de la maison 1, dont on vous a montré tantôt, le projet qui se partage en copropriété. Donc Lucie a gentiment parti les semis cette année, même je pense qu'elle fait ça depuis déjà plusieurs mois. À partir du mois de mars, déjà, elle était en train de planter les semis à la maison pour pouvoir préparer les jardins en date d'aujourd'hui. Ensuite, que vous voyez, il y a André, ancien paysagiste de son métier, qui maintenant s'est joint au comité jardin. Donc, on œuvre vaillamment ce matin malgré les bébites qui nous attaquent à ce temps-ci de l'année. Ensuite, il y a Louise Ranger, donc nouvelle membre du projet aussi cette année, qui aimerait nous partager dans le fond une partie de son cheminement qui l'a amené à vouloir vivre dans un éco-village. Alors moi, c'est Louise Ranger, j'ai 70 ans. Je suis à la retraite depuis 11 ans de l'Université de Montréal. Ce qui m'a amenée à Terre de la Réunion, en fait, j'ai participé à beaucoup d'autres projets avant. En 2001, j'ai contacté Ginette Dupuis, qui avait un projet à Bolton-Est, qui ne s'est pas concrétisé. Par la suite, je suis devenue secrétaire trésorière de l'Association des éco-hameaux éco-villages du Québec, dont Lucie Lemelin était présidente, et qui avait un projet à Wotton. Mais à l'époque, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne maintenant, semble-t-il. Et après, je suis allée à Saint-Camille d'Asbestos pour le projet du parc agro-villageois. Et là non plus, ça ne s'est pas concrétisé. On a un autre projet du Rentresse qui fonctionne très bien, mais pas le parc agro-villageois. Puis, j'ai connu le Terre de la Réunion par Julie. En fait, c'est un article dans la presse qui me parlait d'une maison écologique. Puis en lisant l'article, j'ai vu que c'était à Terre de la Réunion. Là, j'ai dit, c'est où ça, Terre de la Réunion? Alors, je suis entrée en contact avec Laurent. Et puis, j'ai suivi tout le processus. Et alors, là, maintenant, ben, c'est ça, le processus, on a des étapes à passer. On les a passées, on a été acceptés, on se choisit mutuellement. Alors, c'est un éco-village, c'est ça, où on se choisit mutuellement, où on a une charte d'engagement. Alors, on a tout rempli ça, notre lettre d'intention. Puis, on est accepté, puis on a acheté notre terrain numéro 10. On espère se faire construire cette année, mais on n'est pas sûr. En tout cas, de toute façon, aujourd'hui, au moins, on est allé délimiter où se situera la maison, parce que c'est Julie qui a fait notre plan de maison. Alors, voilà. Puis ici, ben, c'est le bonheur d'être ensemble, de partager les mêmes objectifs, d'être... En fait, on a des différences puis des ressemblances, c'est ça, dans le sens qu'on partage les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. On a très hâte d'emménager ici pour vivre au quotidien avec la nature, puis d'apporter notre contribution à la réussite de ce projet-là. Alors ici, c'est le bonheur d'être ensemble et d'être avec des gens qui ont beaucoup évolué à tous les niveaux. Il y a beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, et beaucoup de joie de vivre. Alors, c'est le bonheur. Alors, on est rendu bien étendu sur le quai du lac Gravel. Alors, c'est notre accès au quai qu'on a à la Terre de la Réunion. Le lac Gravel est quand même un grand lac d'une grande superficie. Son avantage, c'est qu'il n'a aucune construction en bordure du lac qui est autorisée par la municipalité. C'est aussi un lac, dans le fond, c'est un lac qui a été créé par un barrage à castor à l'extrémité depuis plusieurs années. Donc, ça demeure une eau non peu profonde, relativement peu creuse. On peut se baigner, l'eau est 100% baignable. Durant la belle saison de l'été, il y a une forêt de nénuphars qui s'installe sur le lac, c'est de toute beauté. Donc c'est un lac non motorisé pour notre plus grand bonheur. Et puis on y fait canot, kayak et toutes les belles activités qu'on peut faire en plein air. Donc dans le fond,
L'ensemble du projet a été conçu, on installe les installations sur le versant sud de la montagne, donc c'est la vue vers le lac. C'est une vue qu'on ne voit pas en ce moment de nos propriétés parce qu'on est en été, mais généralement, les feuilles poussent au mois de mai et tombent en septembre, octobre ici, donc pour une grande majorité de l'année, on a la vue sur le lac de nos propriétés, c'est magique. Donc, en ce moment, la route aussi qui a été construite le chemin de la Réunion, qui est notre route privée, a été entièrement conçue pour protéger ce lac-là en bas du projet. Donc, évidemment, nous, on est en haut, donc toutes nos eaux de ruissellement, les eaux de pluie non gérées, pourraient endommager cette surface de lac-là. Donc, on a autant que possible conçu la route de manière très écologique. On a géré toute l'eau de ruissellement. Les berges ont été réaménagées pour éviter aussi que le sol descende avec les pluies, etc. Donc, toutes les infrastructures du projet, dans le fond, ont été conçues en conséquence de conserver l'éco-nature et la biodiversité du lac qui est actuellement en cours. On voit vraiment beaucoup de libellules dans le coin, c'est bon signe. Il y a de la vie par ici. Oui. Donc, bienvenue dans les sentiers de la Terre de la Réunion. Donc, dans le fond, on va parler un peu plus du volet spirituel. Ce n'est pas ce qui nous réunit à la Terre de la Réunion. C'est vraiment l'élan de vivre en harmonie avec la nature et de vivre en harmonie les uns avec les autres qui nous amène à nous regrouper en communauté. Cependant, on a tous un cheminement qui est propre. Et puis, on aime bien pouvoir se partager aussi cette sphère-là de notre vie, la vie spirituelle, lorsqu'on a des amis dans le groupe qui ont des valeurs en commun comme les nôtres. Simon, fondateur du projet, a visité un projet en Europe qui existe déjà depuis plusieurs années. Et eux, leur position face à la vie spirituelle a été de dire on va carrément choisir que le projet est athée. Donc, on ne met aucune démonstration, on n'affiche aucune croyance nulle part dans le projet. Donc, Simon est revenu de là en disant ici, au contraire, chacun pouvait offrir sa couleur. Donc, c'est une des choses qui m'a séduite, moi, dans le projet, quand je cherchais à me joindre au groupe, c'est qu'il disait, ben, si quelqu'un préfère ou se rejoint dans des croyances bouddhistes et qu'il souhaite mettre un Bouddha dans la forêt, il est le bienvenu. Si quelqu'un d'autre se retrouve dans les croyances amérindiennes et souhaite faire un totem, qu'il en fasse un. L'objectif était surtout, ne censurons pas personne, mais laissons à chacun la libre liberté d'exprimer ce qu'il est et ce qu'il croit. Le but, c'est de respecter les croyances de chacun. Ce qui nous a amené dans le projet, dans le fond, c'est qu'on partage, comme je disais, sans être nécessairement reliés directement par cet objectif-là, mais on partage plusieurs activités spirituelles, les gens qui ont des affinités en commun. Donc, le yoga, la méditation, la respiration consciente, aussi des formations. On a fait des formations de communication ensemble. Donc, c'est un bel échange qu'on peut faire au sein du groupe lorsqu'on a des affinités en commun avec les autres de la communauté. Mais généralement, ce qu'on partage davantage, on fait des repas communautaires. On écoute des films aussi avec des élans conscients, des documentaires écologiques qu'on partage ensemble aussi. On fait des activités culturelles, artistiques. On crée des œuvres aussi. On a des gens très inspirés dans le projet qui nous amènent à faire des sentiers de poésie dans la forêt où est-ce que chacun est invité à marquer une pensée et à l'afficher sur un arbre. Et puis, on a eu également d'autres types d'activités comme l'arbre des pensées pour Noël. On a eu également le signet des compliments qui a été une autre activité de groupe qu'on a partagée ensemble, toujours sous le rire, la joie et la légèreté. Comme je le mentionnais tantôt, on fait vraiment attention aux croyances de chacun dans le projet du niveau spirituel. Mais en même temps, je pense que peut-être une question de croyances qui se rassemblent. On a tendance toujours à porter une attention particulière aux esprits de la nature qu'on appelle les devas dans le cadre du projet ici. Donc, clairement, comme on disait, la forêt est un membre à part entière du projet. Donc, on n'intervient jamais dans notre site naturel sans auparavant faire un certain rituel. Donc, on se met en commun et puis, surtout particulièrement lorsqu'on a coupé des arbres, ça nous affecte particulièrement à ce moment-là. Donc, les arbres vivent avec nous au quotidien dans la forêt. Donc, en choisir ou avoir le besoin d'en couper, ça en prend dans le projet. Et puis, on a toujours l'habitude de s'assurer que l'arbre et l'énergie de l'arbre est en accord avec le projet qu'on s'apprête à faire et est à l'aise aussi de passer son tour, de s'étendre, de se coucher et passer à une autre étape. Donc, dans le fond, ce type de pouvoir de l'intention, on le transfère également aux propriétés qu'on construit. Donc, c'est important pour nous, souvent avant de fermer le mur des maisons, un peu comme le suggère Emoto dans ses recherches du pouvoir de l'intention sur l'eau par les mots. Donc, on est très inspiré à
à donner des intentions au bâtiment qui sont bien au-delà de notre simple personne qui va l'habiter durant une période de temps, mais bien au-delà de ça, on se dit que le bâtiment va continuer à perdurer et puis donc que l'intention y soit déposée, c'est intéressant. Par exemple, pour ma demeure, moi, ce message-là est situé au-dessus de la porte. Donc, le message qu'il porte, c'est « Ancêtre porte entre l'amour qui est maître en ce lieu ». Donc, c'est la phrase qui m'avait été inspirée. Donc, quand on construit les maisons, dans le fond, ceux qui le désirent, on crée des structures de géométrie sacrée, donc une forme géométrique dans laquelle qu'on insère, qui s'insère aussi avec les activités puis la façon dont la maison a été conçue. Donc, à l'aide de pierres, souvent lorsqu'on fait des voyages, moi je l'ai fait comme ça chez moi, donc j'ai rapporté des pierres de voyage durant plusieurs années de différents continents. Et donc, j'ai fait une grille avec une structure sacrée pour pouvoir insérer ça sous la maison. Donc, c'est-à-dire que les pierres ont été installées suite à la fondation. Avant de couler la dalle de béton du rez-de-jardin, les pierres ont été installées là avec un pouvoir d'intention. Donc, on a mis aussi dans certaines de ces pierres certaines valeurs qu'on souhaite installer dans le lieu, telles que l'amour, l'accueil, la compassion, la paix et l'émerveillement sont des valeurs qui ont entre autres été inclus ici. Donc, ça peut être une belle idée aussi lorsqu'on construit un projet de maison, qu'il soit dans un éco-village ou pas, de pouvoir y déposer tout notre cœur, notre intention. C'est certainement quelque chose qui a une portée dans le lieu et dans l'harmonie qu'on y retrouve. Aujourd'hui, nous portons les vêtements, en parlant de forêt, les vêtements gracieuseté de Respectaire. Et toi, Stéphanie, je crois que tu portes ta camisole est en bois d'être. Oui, c'est un modèle qui est vraiment doux, lisse. J'adore ça le porter la nuit ou quand je viens de prendre un coup de soleil. C'est un coton, c'est plus solide que le coton, plus robuste. Ça respire vraiment très bien. Ça peluche pas, ça rétrécit pas au lavage. Quoi d'autre? C'est super. Et puis, le bois d'être qui est utilisé pour la fibre de Respectaire vient des bois européens, donc des forêts européennes qui sont exploitées dans le plus grand respect de l'environnement. Et moi, ici, je suis en chanvre et en bambou. Et ça, on vous en reparle dans une prochaine capsule. Donc, je suis avec Laurent et puis j'aimerais que tu nous partages, Laurent, qu'est-ce qui t'a attiré puis, dans le fond, à vouloir vivre dans un éco-village? Quel est ton cheminement? Il faut d'abord que vous sachiez qu'avant d'arriver à la Terre de la Réunion, on était déjà un petit groupe d'amis à nourrir ce projet-là. On avait fait des démarches et on ne trouvait pas. Puis éventuellement, on a eu une invitation pour une porte ouverte ici. Et en débarquant ici, moi, ça fut clair. Je m'en viens ici vivre. Les raisons profondes pour ça, c'est village et éco. J'aime ça, moi, vivre dans un village avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et dans un milieu écologique aussi. Contrairement à ce qu'on vit dans une banlieue, dans un monde anonyme. J'ai eu plusieurs maisons, puis les voisins, on ne s'est jamais chicané, on ne se parlait jamais. Alors qu'ici, c'est un milieu de vie. C'est ça, moi, que je cherche, la communauté. Et l'écologie, et la montagne, et la nature, et le calme. Tout ça. Et les gentils voisins. Ah, les beaux gentils voisins. Laurent, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, au sein de la communauté, qui a été un des aspects les plus faciles qu'on a eu, dans le fond, à gérer? Moi, ça a plus été la communauté, l'entraide. C'est ça que j'ai trouvé le plus facile. Ça fait partie de ma nature. Puis les gens qui arrivent ici, c'est naturel, l'entraide. Plus difficile, c'est la communication. C'est apprendre à parler aux jeux, apprendre à écouter, apprendre à respecter les différences. C'est comme un gros couple, la Terre et la Réunion. Ça s'apprend. Et toi, Julie? Bien, peut-être pour faire suite à ce que tu dis, j'ai effectivement l'entraide que chacun apporte vraiment. Moi aussi, c'était un de mes points importants. Je trouvais que, tu sais, Lucie, qui a un talent incroyable de cuisinière, prépare des petits plats bio avec nos légumes du jardin pour les gens ici. Quand on construit les chantiers, les gens vont manger chez Lucie. Tu sais, Lily, professeure de yoga, donne des séances de yoga et offre des activités artistiques journalières. Elle nous fait des journées inoubliables ensemble avec elle. Donc, chacun apporte son talent. D'autres sont plus
plus manuels, d'autres sont plus visionnaires. Donc, je trouve que tout ce beau monde-là ensemble fait un beau cocktail, puis chacun apporte son talent, c'est naturel. Ça, c'est un bout facile, je suis d'accord avec toi. L'échange des talents. L'échange des talents. L'autre chose que je dirais aussi, au niveau écologique, c'est assez facile de s'entendre au niveau écologique. C'est pas un sujet qui nous est complexe, puisqu'évidemment, on porte tous les mêmes valeurs, donc c'est assez simple de se rejoindre à ce point-là. Dans le fond, il n'y a pas des tonnes de solutions qui, généralement, sont plus écologiques que d'autres, donc c'est un point sur lequel c'est très facile de s'entendre en communauté comme la nôtre. Tu me demandais mon point le plus complexe. Oui, la communication. Effectivement, on a les mêmes indices. La communication, on a d'ailleurs fait à cet effet, ceux qui le souhaitaient au sein du groupe ont été suivre la formation de communication consciente qui est appelée anciennement la formation de communication non violente. Donc, dans l'objectif d'apprendre à mieux communiquer. Et on a vu une grande différence suite à cette formation-là au sein de nos communications. On a vraiment appris à communiquer, à exprimer correctement ce qu'on a à dire, mais surtout à écouter aussi les besoins de l'autre qui sont nommés ou ce que l'autre essaie de nous dire qui des fois, ne formule peut-être pas les choses tout clairement. Aller chercher le besoin, dans le fond, derrière le propos que l'autre nous tient. Ça a aidé énormément au niveau de la gestion des désaccords au sein du groupe. Donc, ça aussi, c'était une belle formule. Au niveau du point le plus compliqué, je dirais surtout de mon côté, c'est les choses qui sont attraits aux finances. C'est sûr que ça demeure un sujet délicat. Chacun a son historique personnel par rapport à l'argent. Il y a des gens qui sont de nature plus économes, d'autres qui sont de nature plus aventureux. Et puis, de trouver le juste ballon entre les deux, ça reste un challenge à travers les années. Mais bon, comme on le disait, c'est être en couple avec 15 personnes. Un projet comme celui-là, au niveau légal, on est liés ensemble pour pouvoir créer des projets. Donc, on a tout intérêt à bien se choisir mutuellement et à trouver des gens qui vont, dans le fond, dans la même direction que nous. Si on peut peut-être parler un petit peu des problématiques qu'on a connues en tant qu'éco-village et puis des solutions qui ont été apportées. Principalement, je dirais que c'est au sujet de l'accueil qu'on a vraiment eu à travailler dans les dernières années. Donc, avec Laurent, plutôt, on a vu le processus d'accueil qui a été mis en branle. Le défi et la problématique était que les gens qui étaient si enthousiastes, qui venaient rencontrer Laurent pour visiter la Terre, souhaitaient des fois, dès la première rencontre, acheter un lot. Et puis, ça a été une belle problématique auquel on a dû faire face parce que ces gens-là ne connaissaient pas nécessairement la communauté et on ne savait pas, dans le fond, s'il y aurait des affinités, etc., avec ces personnes-là. Donc, ça a été un bon défi. Puis, je pense que, bon, la façon qu'on a réussi à le résoudre, c'est en créant le processus d'accueil en disant, OK, gentiment, on met le frein sur l'élan pour apprendre le temps, dans le fond, de se connaître. Revenir toujours à cette base-là, c'est super important pour l'équilibre du village. Les fois où est-ce que ça n'a pas eu lieu, on a eu affaire à des situations humaines et on a eu à gérer des circonstances qui n'étaient pas nécessairement, qui n'offraient pas le déploiement du plein projet. Donc, l'objectif, c'est toujours rester dans cette ligne-là. Ensuite, je dirais, on a eu aussi, au sein du groupe, on a créé un groupe de soutien aux membres. Donc, le groupe de soutien aux membres était une résolution de problèmes face à certains conflits que certains individus avaient les uns avec les autres. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des désaccords qui se produisent. Et puis, on a à résoudre ça en groupe, puisque même si deux personnes ont quelque chose qui les regarde personnellement, ça a un impact sur l'ensemble du groupe de la Terre de la Réunion. Donc, c'est important de ne pas laisser ça traîner et puis de prendre ça en charge. Donc, dans le fond, le comité de soutien aux membres, son rôle est de soutenir, donc dans le fond, d'accompagner quelqu'un, d'abord peut-être se confier, ensuite prendre des conseils et puis peut aller même jusqu'à la médiation dans le cas de certaines circonstances. Donc, Laurent fait partie du conseil du groupe de soutien aux membres avec toute sa sagesse, ainsi qu'un autre ami, donc Yves, qui fait partie de ça également. Donc, il nous donne d'excellents conseils lorsqu'on a un regard à porter plus objectif face à une situation qui nous rend plus émotive. Et il y en a plusieurs dans la vie dans un éco-village. Donc, c'est important aussi de penser à gérer ces conflits-là. Ceux qui souhaiteraient se joindre à un éco-village, les conseils que je pourrais vous donner sont d'abord de prendre bien connaissance qu'un éco-village, ça reste un grand miroir de soi-même. Donc, clairement, les autres sont rarement la source de nos humeurs et de nos émotions. C'est souvent les situations que les autres provoquent
en le sachant ou en le sachant pas, qui viennent nous challenger. Donc, c'est super important de savoir qu'un projet comme celui-là, c'est une voie de cheminement personnel, une voie d'évolution importante en communauté, mais également face à nous-mêmes. Donc, il faut être capable de regarder les situations et de prendre du recul avant de réagir pour pouvoir conserver des bons liens et puis continuer de créer ensemble. Le second conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours garder en tête que vous êtes responsable. Dans le fond, chaque nouvelle personne qui se joint au projet, on lui dit qu'il est responsable de créer l'éco-village qu'il a, lui, dans sa tête. Donc, plusieurs personnes peuvent se joindre à un éco-village en se disant « Les autres ont créé un lieu qui, moi, me convient comme je le pense. » Mais non, le lieu est constamment, chaque jour, il est à créer, le projet. Donc, il faut vraiment vouloir collaborer, apporter du sien, le nourrir et puis tenter de mettre en place la vision que chacun a dans sa tête. C'est comme ça qu'il va prendre forme, le projet. Donc, voilà nos conseils pour les gens qui souhaiteraient se joindre à un éco-village. Donc, peut-être dernière petite section de ce reportage, les conseils qu'on aurait à vous donner, dans le fond, si vous souhaitez partir un éco-village. Notre projet, nous, est issu de 2 fondateurs. Un de ces fondateurs me disait dernièrement qu'il connaît un ami dans le domaine qui est là depuis plus longtemps que nous et qui lui disait que certains projets, que l'ensemble des projets, dans le fond, qui étaient faits sur papier, seulement 10% de ces projets-là se concrétisaient véritablement. C'est très peu. Et puis, la formule qu'il avançait, c'était de dire, moins on est de personnes à tenter de définir les paramètres d'un projet, plus celui-ci a des chances d'arriver et de se concrétiser. Donc, dans le fond, comme ils ont été que 2 au départ à définir les paramètres, c'est ensuite les personnes qui, dans le fond, adhéraient à ces paramètres-là, qui se sont joints à eux pour faire le projet, plutôt que d'être un groupe d'amis plus nombreux et de finir par passer énormément de temps à essayer de s'entendre sur les paramètres d'un projet. Donc, ça peut être un truc pour faciliter les choses. Donc, les gens vont venir à vous après que vous ayez défini les termes du projet. Aussi, un autre conseil, ça pourrait être d'avoir autant de rêveurs que de gens dans l'action et autant que possible les 2 en même temps. Si vous avez les 2 dans les mêmes personnes et qu'il y a beaucoup de personnes comme ça au sein du groupe, un bel équilibre, une belle complémentarité, je pense que ça fait des très bons résultats. Également, il y a le défi du temps que j'aurais à vous mentionner. Un projet comme celui-là, on croit toujours que ça se développe plus vite que dans la réalité, dans le fond. Donc, nous, quand moi j'ai joint le projet, on se disait, 3 ans, toutes les maisons sont construites, on passe au projet créatif, etc. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est pas à cette vitesse-là que les choses avancent. Et malgré le fait qu'on a toujours chacun été en mouvement, en sous-comité et que chacun a travaillé ses dossiers pour que ça avance rapidement, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Les dérogations municipales, l'obtention de la ligne Hydro-Québec, le financement aussi. Les gens qui financent sont plutôt, des fois, prudents face à un projet comme celui-là, lorsqu'il y en a plusieurs qui ont été discutés et non réalisés. Également, toutes les infrastructures du projet, c'est des choses qui ont demandé énormément de temps. Finalement, on n'a pas pris 3 ans pour en arriver là. On en est à la 7e année et on arrive peut-être cette année à 6 maisons sur 12. Donc, c'est important de se donner du temps et de ne pas se décourager. Toujours prévoir le pas suivant à celui qu'on est déjà en train de mettre en branle. Ça peut être une belle solution. Également, je dirais que le dernier point que je vous suggère, c'est de revoir... c'est important de nommer ses idéaux dans un projet comme celui-là. C'est basé sur un projet sur nos idéaux, dans le fond. Mais les idéaux, c'est aussi des choses qui évoluent avec le temps et avec les gens. Donc, il ne faut pas avoir peur de revisiter nos idéaux, de les revisiter, de les redéfinir et au besoin de les changer carrément, puisque inévitablement, il va arriver des situations dans lesquelles on n'aura pas prévu certaines choses et puis on va avoir à se retourner. On a eu à faire face à ça plusieurs fois dans le projet ici. Le projet, est-ce qu'il ressemble à la définition que les fondateurs en avaient fait en 2010? Non, pas tout à fait. Il ressemble davantage aux gens qui maintenant l'habitent davantage. Mais est-ce que le village est pour autant moins parfait? Ça n'existe pas un village parfait. Les gens que j'ai croisés dans les 5 dernières années qui cherchaient à vivre le rêve de leurs idéaux sans faire de compromis ont de la difficulté à mettre les choses nécessairement en place. C'est pas toujours facile. Donc, le truc, c'est de dire, on fait des compromis. Le but, c'est d'abord et avant tout, je pense, d'être dans l'expérience et puis de l'améliorer au fur et à mesure, cette expérience-là. Est-ce que notre village est parfait? Non. Mais il est parfaitement imparfait et je l'aime comme ça. Merci de nous avoir reçus. Bon, alors Julie, on aurait besoin de savoir comment contacter la communauté.
Le meilleur moyen pour nous rejoindre, c'est évidemment via notre site web. Donc, le site web de la Terre de la Réunion, www.terre-de-la-réunion.com. Alors, vous y trouverez également les coordonnées et le contact. Donc, Laurent, notre point de contact, qui va faire un plaisir de vous recevoir à la Terre, tel qu'il mentionnait plus tôt dans la rencontre. Également, on fait une porte ouverte par année, donc généralement en automne. On affiche sur notre site web à la fin de l'été la date de la porte ouverte. Donc, c'est généralement, bon, évidemment, samedi ou dimanche. C'est une belle opportunité où est-ce qu'on présente plus en détail le projet, on répond aux questions. On fait visiter également le site à l'extérieur, mais également les portes des maisons sont également ouvertes pour permettre aux visiteurs de rencontrer et de poser des questions davantage aux habitants puis de notre projet. Nous venons de terminer notre super 3e capsule de Futurs éco-villageois recherchés. Le but de nos capsules est vraiment de vous apporter de l'information, de documenter tout ce qui se passe en tant que groupe éco-communautaire au Québec. Donc, c'est pas seulement qu'un survol, mais vraiment d'aller en profondeur, de vous faire connaître les membres, de vous faire connaître tous les volets des projets. Donc, c'est ça. J'espère que cette information-là vous sera utile. Puis, je pense que c'est vraiment en allant en profondeur dans les sujets abordés dans nos capsules que ça peut vous aider le plus. C'est là que vous pouvez profiter le plus de toute l'information qu'on va chercher parce qu'il y a tellement de vidéos qui passent qui font juste survoler le sujet. Je pense que pour apporter des solutions concrètes, éventuellement, il va falloir vraiment rentrer dans le vif du sujet puis s'inspirer des gens qui ont déjà beaucoup réfléchi là-dessus pour faire avancer les choses au Québec, puis essayer de développer un mode de vie vraiment plus durable. J'espère en tout cas que les conseils que les gens sur place vous donnent vont vous aider à mieux vous diriger vers votre rêve de vivre en éco-communauté. En tout cas, jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une petite tendance à dire que le côté le plus difficile serait le volet de la communication. Donc, si vous prévoyez faire des formations en communication, je pense que ça serait très payant de les faire et que ça pourrait vraiment vous aider pour tout le long du projet et de votre vie même. Oui, c'est vraiment une nouvelle façon d'adhérer, une nouvelle façon de vivre, une façon de collaborer ensemble. On n'est plus dans la compétition, on est vraiment dans la collaboration. Donc, c'est un apprentissage pour tous, puis c'est vraiment le chemin pour s'y rendre qui est merveilleux aussi. Donc, on vous attend à la prochaine capsule. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci. Bye bye.